Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture pour le mois de novembre. Et à nouveau, je peux vous dire qu'il y en aura un quatrième. Du coup, dans ce point lecture, je vais vous présenter 5 romans et également quelques ouvrages graphiques. Je vous parlerai tout d'abord donc de Amstramgram, ce sera toi qui me plaira par Catherine Rose Barbieri aux éditions Erol. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de 10 jours avant la fin du monde, le dernier Manon Fargeton qui est sorti aux éditions Gallimard. Après, je vous parlerai de ma lecture du Maître du Haut Château par Philippe P. Dick aux éditions J'ai lu, mais que pour ma part j'ai lu sur Audible. Après ça, je vous parlerai de 2 romans un peu plus jeunesse ou adolescent, à savoir Le Temps des Miracles par Anne-Laure Bondou aux éditions Bayard et Gros sur le cœur par Karen Ponte aux éditions Michel Lafon Jeunesse. Et enfin, pour terminer, du côté des graphiques, je vous parlerai tout d'abord de ma lecture du tome 2 de la série de BD Camille par Juliette Fournier et Jean-Gaël Deschartres aux éditions Jungle. Et je vous parlerai également de ma lecture des premiers tomes de la série de bande dessinée La Balade de Yaya, que pour le coup je n'ai pas en ma possession. Du coup, je vais démarrer tout de suite avec donc Amstramgram, ce sera toi qui me plaira par Catherine Rose Barbieri que j'ai reçue de la part des éditions Erol. J'ai été plutôt attirée en fait par la couverture et c'est vrai qu'assez vite j'ai vu l'avis de Manon, donc de Vibration Littéraire, qui avait vraiment eu un bon avis dessus et voilà, c'est vrai que ça m'avait donné envie d'accepter la proposition d'Erol, de le recevoir. Donc du coup, ouais, c'est un service presse. Et du coup, c'est un roman en fait dans lequel on suit une jeune fille qui s'appelle Camille, qui bosse beaucoup et qui n'a pas une vie très sociable, on va dire ça comme ça. Elle a une amie Anne depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, c'est pas quelqu'un qui sort énormément, ni avec ses collègues de travail, ni avec d'autres amis. Et un jour, Camille va recevoir en fait dans sa boîte mail un mail d'une personne qui va lui faire une déclaration d'amour. Mais qui est anonyme et qui lui dit que voilà, si elle veut lui répondre, il faut qu'elle laisse un mot à la boulangerie, au coin de la rue, etc. Donc Camille est assez intriguée parce qu'elle se demande assez vite de qui vient ce mail, surtout que d'après ce qui est marqué dedans, elle se doute quand même que c'est quelqu'un qui la connaît un minimum et que c'est pas juste un inconnu un peu fou, même si elle garde un peu quand même en tête l'idée que c'est peut-être quelqu'un d'un peu barge. Mais voilà, en tout cas ça l'intrigue beaucoup de savoir qui est cette personne qui s'intéresse à elle. Et en fait, ce que ça va avoir principalement comme impact sur elle assez vite, c'est qu'en fait tout simplement elle va un peu plus s'ouvrir au monde parce qu'elle va essayer de connaître un peu plus finalement ses collègues, également son voisin et enfin voilà d'autres personnes, tout simplement parce qu'elle a envie de savoir de qui vient cette lettre et du coup elle s'interroge un petit peu sur les différentes personnes qui l'entourent. Et du coup voilà, ça va l'amener un petit peu plus à s'ouvrir au monde, ce que j'ai trouvé assez intéressant. Et du coup au final après on a une petite histoire d'amour qui s'installe. Donc c'est un roman publié chez Erol, du coup il y a toujours l'aspect développement personnel qui ici est vraiment plus sur l'aspect de ouais, comme je disais, d'ouverture vers les autres. Qui est provoqué par cette lettre, mais c'est pas forcément des livres que j'ai lus chez Erol celui dans lequel il y a le plus de développement personnel. Après pour ma part ça m'a pas vraiment dérangé et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Voilà. En fait j'ai trouvé que c'était une petite romance qui faisait très bien son travail, j'ai passé un très bon moment avec, j'ai trouvé que les personnages étaient souvent drôles, qu'ils étaient très attachants, que ce soit Camille ou les autres. Et en plus de ça, j'ai bien aimé toutes les différentes relations qui sont abordées, notamment avec du coup les différents hommes qui sont sur son chemin et sur lesquels elle s'interroge. Et on voit vraiment parmi ces différents hommes qu'il y en a certains qui sont beaucoup plus enfin voilà, que tous ne sont pas aussi bons envers elle et que tous ont des choses différentes derrière la tête. Et du coup voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant aussi. Et oui, et du coup ça amène également Camille à s'interroger sur un événement de son passé sur lequel voilà, elle avait fait trop facilement confiance on va dire à un homme, ce qui l'a un petit peu amené à se renfermer de ce côté-là, ce qui explique aussi un petit peu son attitude. Donc voilà, en tout cas j'ai trouvé ça plutôt intéressant, j'ai bien aimé cette lecture, j'ai passé un bon moment avec. Je l'ai lu pendant le week-end d'Amil, c'est un livre qui s'y prête très bien, c'est vraiment très très fluide à lire et ça se lit très facilement comme la plupart des romans chez Erol, mais celui-ci je trouve tout particulièrement. Donc voilà, il fait quand même ouais, 350 pages et vraiment, enfin, bon, et je l'ai dévoré très très rapidement.
Donc oui, si vous cherchez une petite romance sympathique, je peux vous conseiller celle-ci. Et je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, j'ai lu un autre roman, à nouveau un service presse, et c'est donc l'autre livre que j'ai lu vraiment pendant le week-end à 1000. Il s'agit de 10 jours avant la fin du monde par Manon Fargeton, donc aux éditions Gallimard. En fait, Manon Fargeton, je l'ai découverte avec son roman L'héritage des rois passeurs, que j'ai énormément apprécié. Et ensuite avec l'autre livre dans le même univers qui est plus ou moins la suite, à savoir Les illusions de Saveloire, que j'ai encore plus aimé. Ce sont donc deux romans de fantasy qui sont vraiment excellents et que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup j'étais très curieuse de découvrir l'autre facette de Manon Fargeton, étant donné qu'elle a publié pas mal de romans jeunesse ou adolescents, toujours plutôt de l'imaginaire. Et du coup voilà, quand celui-ci est sorti, je me suis dit que c'était enfin l'occasion. Du coup je l'ai demandé à Gallimard, donc c'est ici aussi un service presse. Et je suis vraiment contente d'avoir découvert ce roman. C'est effectivement très différent des rois passeurs ou de Saveloire. Donc en fait dans ce roman, comme le titre l'indique très clairement, le roman va commencer 10 jours avant la fin du monde. En fait on va suivre plusieurs personnages, je crois qu'en tout il y en a 5 ou 6. Qui vont assez rapidement se rassembler, et en fait tous ces personnages habitent en France, et il y a une série d'explosions extrêmement étranges qui ne laissent rien derrière elles, qui s'abattent sur le monde. Tout est parti à peu près de la Nouvelle-Zélande, ou de la Nouvelle-Zélande je crois, et en fait ça fait comme une onde sismique qui fait le tour de la planète. Donc voilà, ça part du Japon et ensuite ça se répand comme ça tout autour de la planète, et du coup de la Nouvelle-Zélande pardon. Et donc en fait le dernier endroit qui va être touché, c'est la France, où les deux ondes de choc en fait vont se retrouver. Et en fait à chaque fois qu'il y a une zone qui est traversée par l'onde de choc, on n'a plus aucune nouvelle de ce qui se passe derrière. Il n'y a plus aucun réseau, donc plus aucune communication possible. Les seules images que l'on voit de loin sont des images extrêmement ravagées. Et du coup voilà, ça inquiète forcément beaucoup tout le monde. Et donc nous on va suivre un groupe de personnes dans lequel il y a des adolescents et aussi des personnes des personnes adultes. Et ces différentes personnes en fait vont se rejoindre un petit peu par la force des choses. C'est pas forcément des gens qui se connaissent. Il y a une jeune étudiante, un jeune homme également, un chauffeur de taxi et un couple dont le mari est écrivain. Qui vont se rejoindre et qui vont aller donc rejoindre la famille de la jeune étudiante qui habite en Bretagne, et qui est donc en fait voilà, sur vraiment la dernière zone qui va être touchée. Et donc ils rejoignent cet endroit-là, pas seulement pour essayer de gagner quelques minutes, mais aussi parce que voilà, il y a cette idée qu'il faut fuir, et du coup tout le monde fuit, et c'était vraiment le côté de la fuite est très, très intéressant. Je trouvais que c'était un roman dans lequel il y avait vraiment une très très bonne tension. Après, comme je vous ai dit, donc il y a un écrivain dans le lot, et en fait on suit également l'histoire qu'écrit l'écrivain, et en fait on a l'impression que l'écrivain a comme des sortes un petit peu de vision sur ce qui va se passer. Et je dois dire que cette histoire-là, enfin ce roman dans le roman avec l'histoire de l'écrivain, j'en ai pas vraiment vu l'intérêt, et j'ai trouvé que ça nous sortait pas mal du récit, surtout au début. À la fin je me suis dit pourquoi pas, mais je suis toujours pas 100% convaincue. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a ce point là qui pour ma part m'a un petit peu dérangée, où j'ai pas trop su quoi en penser, mais sinon sur le reste par contre c'est un roman dans lequel il y a une excellente tension qui se dévore, parce que juste vraiment on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de savoir s'ils vont trouver un moyen de survivre, ou s'ils vont juste tous se faire décimer comme tout le monde avec les explosions qui approchent. Donc voilà, c'est un roman qui était vraiment, en tout cas oui, très haletant et bien construit. Après, voilà, du coup il y a quand même cette histoire-là qui pour ma part me laisse une petite impression un petit peu plus mitigée. Du coup voilà, j'ai mis la note de 16/20, c'est un roman qui a eu de très très bons avis, donc je vous recommande de le découvrir, et puis il vous plaira sûrement. Ensuite, j'ai donc lu Le Maître du Haut Château par Philippe Pédic aux éditions J'ai lu. En fait, donc c'est un roman que j'ai lu en version audio par le Club Audible, par Audible, mais que j'avais en papier, donc pour vous le présenter c'est quand même plus pratique. Et donc le roman papier, c'est mon copain qui me l'avait offert il y a pas mal d'années déjà.
oups, et que je n'avais toujours pas lu. Donc voilà, quand il a été sélectionné comme étant la lecture audible du mois, je me suis dit que c'était quand même enfin l'occasion de le sortir de ma pile à lire et du coup de l'écouter. Alors pour la version audible, je trouve que la narration est vraiment bien faite, il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Après, au niveau de mon avis sur le roman et sur l'histoire, je dois dire que j'ai un avis un peu mitigé. C'était le cas de pas mal des personnes sur le club audible et globalement on a un petit peu tous le même reproche à faire. À savoir que en fait, donc, le maître du haut château, c'est une histoire qui est en fait une uchronie de ce qui se serait passé si l'Allemagne nazie avait remporté la Seconde Guerre mondiale. Sauf que vraiment ça s'étend au monde entier et du coup on suit des points de vue dans plein d'endroits du monde différents et on a vraiment le côté de cette dimension parallèle dans laquelle l'Allemagne nazie aurait gagné qui est extrêmement développée et qui s'étend notamment à la culture, aux objets d'art et ce genre de choses. Et voilà, du coup en fait on a ça principalement, et puis après il y a des histoires autour qui gravitent avec différents personnages, et notamment un roman qui est un roman dans lequel ce n'est pas l'Allemagne nazie qui a gagné, et dans lequel donc Hitler est mort. Du coup voilà, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant et vraiment super bien fait, c'est clairement l'univers, et notamment comme je vous disais, le point auquel l'auteur a poussé la chose en allant jusqu'à l'impact sur la culture, sur les marchés d'art, enfin c'était vraiment hyper intéressant de ce côté-là. Après je dois dire que les différents personnages qu'on suit, je ne m'y suis clairement pas attachée et que j'ai trouvé que l'histoire était vraiment très lente et démarrait assez tardivement. Donc voilà, je reste sur un avis mitigé, j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir cet univers parallèle, mais ça manquait quand même d'action et d'entrain. Après, donc, pour cette histoire du livre dans le livre, j'ai trouvé ça intéressant, même si j'ai eu besoin de quelques éclaircissements, notamment de Mélissandre, pour un petit peu comprendre où l'auteur voulait en venir. Et voilà, c'est vrai que je trouve ça intéressant. Et au niveau des personnages, il y a quand même juste le personnage de Juliana, qui est une jeune femme sur laquelle au départ j'aurais pas forcément misé, et qui révèle des choses assez intéressantes finalement, qui montrent... on va dire un peu plus de courage que je n'aurais pensé, et j'ai bien aimé ça. Mais après voilà, c'est vrai que sinon c'est quand même un roman dans lequel je trouvais qu'il se passait pas forcément grand chose, et du coup j'ai mis la note de 14/20. Ensuite, j'ai lu donc Le Temps des Miracles par Anne-Laure Bondou aux éditions Bayard. C'est un roman dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les réfugiés. Du coup, je vais pas forcément m'attarder très longtemps dessus. On suit l'histoire de Koumaï, qui est un jeune garçon qui grandit en Russie, avec Gloria, qui est une femme en fait qui l'a récupéré suite à un accident de train. Et donc en fait elle lui dit que Koumaï est un petit garçon français qui n'a plus ses papiers, et donc il grandit... je sais pas si c'est exactement en Russie, mais en tout cas dans le Caucase. Et donc jusqu'au jour où la situation au Caucase devient vraiment compliquée, et du coup Gloria dit à Koumaï que voilà, il est temps enfin de partir et d'aller rejoindre la France, et que Koumaï retrouve sa mère. Et du coup voilà, ils vont entreprendre ce voyage qui va s'avérer assez compliqué. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce roman, c'est qu'au départ on se dit vraiment que c'est quand même assez romancé, et finalement ça l'est moins qu'on le pense, et l'auteur retombe bien sur ses pieds et sur la réalité, je trouve, sur la fin, et aborde bien du coup le thème également des enfants migrants et de leur situation. Je trouvais ça vraiment intéressant. Donc voilà, c'est un roman qui finalement montrait un petit peu plus de choses que je n'aurais pensé au départ. C'est vrai qu'au départ je trouvais que c'était une histoire quand même un petit peu romancée, mais voilà, finalement j'ai vraiment bien aimé. Ça a été une chouette découverte pour moi, et je lui ai mis également la note de 16/20. Et ensuite donc le dernier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit de Gros sur le cœur par Karen Ponte aux éditions Michel Lafon dans leur collection Poche. C'est un roman qui à la base était une histoire, je crois qu'elle a été publiée sur internet par Karen Ponte, et qui a été, il me semble, retravaillée pour arriver à la version papier, qui est donc sortie directement en poche début novembre. Et en fait, Gros sur le cœur, c'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Mélissa, qui se retrouve à changer encore une fois de ville. Son père est militaire, et du coup voilà, la famille bouge au gré des affectations du père, et du coup Mélissa doit quitter à nouveau toute la vie qu'elle a construite pendant les 5 dernières années pour déménager et du coup changer de lycée. Mélissa est en surpoids, et son intégration va être vraiment très compliquée, et notamment elle va subir du harcèlement scolaire de la part de ses camarades par rapport à son poids, et du coup voilà, on va vraiment suivre le mal-être de Mélissa par rapport à tout ça.
On a également dans ce décor-là un personnage qui est le professeur d'allemand de Mélissa, qui va lui un petit peu plus s'intéresser à elle. Donc voilà, c'était vraiment... Enfin, donc, ouais, Mélissa est en terminale et c'est marqué année de terminale sur l'accord de Red, année charnière entre dégoût de soi et renaissance. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, que le thème du harcèlement scolaire était vraiment bien fait. Le côté de l'histoire avec le prof d'allemand m'a vraiment laissé très très perplexe au départ. Enfin finalement, sur la fin, je trouve ça mieux que autre chose, mais je suis pas encore vraiment satisfaite. Je vais pas trop vous en dire parce que je vais pas du tout vous spoiler, mais pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous comprendrez peut-être de quoi je veux parler. Mais voilà, en tout cas, sinon c'était un roman que j'ai trouvé assez intéressant. Il y a un personnage masculin également qui arrive un petit peu plus tard et que j'ai également trouvé intéressant et qui a son importance. J'ai bien aimé également le caractère de Mélissa, même s'il y a certaines fois où je comprenais pas forcément ses actions. Mais en tout cas, voilà, c'est un roman que je trouve bien fait, comme je vous disais, sur le thème du harcèlement scolaire. Et du coup, je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ce qui m'a dérangé en dehors de l'histoire avec le prof, c'est plutôt sur la fin où il y a certaines choses que je comprends pas vraiment, ou en tout cas que j'aurais pas vu comme ça. Mais voilà, en tout cas, ça a été pour moi une bonne découverte. Excusez-moi, chute de livre. Oui, d'ailleurs, c'est un roman que j'ai reçu donc, de la part de Michel Lafon et que j'ai eu le plaisir de recevoir dédicacé, donc c'était vraiment très chouette. Ensuite, donc du côté des graphiques, tout d'abord, j'ai donc lu la bande dessinée La balade de Yaya. C'est une bande dessinée en fait qui est publiée sous forme d'ouvrages qui sont sous ce format-là, en format paysage, et donc en fait c'est une bande dessinée en 9 tomes, mais assez courts et qui du coup après sont publiés en intégrale, qui sont elles en grand format. Et du coup, il y a après 3 intégrales. Pour ma part, j'ai lu du coup l'équivalent des 6 tomes, donc 2 intégrales. Et je dois dire que j'ai vraiment bien aimé. Je suis vraiment curieuse de voir comment toute cette histoire va se terminer. Je l'ai lu chez les enfants que je garde en babysitting, mais ils n'ont pas la fin. Du coup, il va falloir que je la lise. Et en fait, donc, dans cette histoire, donc, c'est fait par Golo Zhao et Jean-Marie Aumont. Donc en fait, le scénariste est français et le dessinateur est chinois. On suit en fait du coup l'histoire de Yaya, qui est une jeune fille chinoise. Ça se passe en 1937, la guerre a éclaté en Chine. Et Yaya rêve de faire du piano et ses parents lui disent qu'elle ne va pas pouvoir participer au concours de piano parce que c'est la guerre et que c'est trop dangereux de sortir. Yaya va alors désobéir et va sortir, sauf que à partir de là, sa vie va un petit peu basculer puisque rien ne va se passer comme prévu. Et elle va faire la rencontre d'un petit garçon qui s'appelle Zhao, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, Tudo. Zhao c'est un autre, qui s'appelle Tuduo, et Tuduo lui est un petit garçon qui a grandi dans la rue et avec une bande de malfrats vraiment pas très sympa, et du coup voilà, Tuduo va décider d'aider Yaya pour retrouver ses parents, sauf que ça va les emmener dans tout un périple, et notamment ça va les faire a priori traverser une bonne partie de la Chine au fur et à mesure des tomes. Donc voilà, en tout cas c'est une histoire que j'aime vraiment bien, je trouve que les dessins sont très mignons et vraiment très jolis et très immersifs également en Chine. Donc la seconde intégrale ressemble à ceci. Et voilà, en tout cas ça a été vraiment une chouette découverte pour moi, j'aurais mis la note de 17 sur 20 à chacun des 2 tomes, enfin chacune des 2 intégrales. Et donc ensuite, pour terminer, j'ai donc lu Camille, le tome 2, Jinx, par Juliette Fournier et Jean-Gaël Deschers aux éditions Jungle. Je vous avais présenté le premier tome il y a quelques mois, je pense. Le premier tome qui s'appelle Omegama, et en fait donc on suit l'histoire d'une jeune prêtresse qui s'appelle Noura, qui est une jeune prêtresse en fait qui a été formée pour s'occuper de divinités dans des temples. Et du coup voilà, ce sont des divinités qui peuvent prendre vraiment des formes très diverses. Et le but de Noura c'est de s'en occuper, sauf qu'elle s'occupe d'un temple dans lequel il y a 3 divinités. Il y en a 2 qui ont déjà disparu ou sont en train de disparaître, et la dernière est vraiment mal en point. Et du coup Nourou va devoir s'occuper d'elle. Voilà, ça par exemple, l'espèce de chose rose qui flotte, c'est une divinité.
Du coup voilà, Noura doit s'occuper de tout ça, du temple, essayer de continuer à avoir des offrandes puisqu'en fait c'est ce qui fait vivre les dieux et s'il n'y a plus d'offrandes, les dieux meurent. Dans le début du tome 2, en fait, c'est bien son amie Jinx avec laquelle elle a fait son apprentissage va venir la chercher pour lui dire qu'elle doit elles doivent retourner auprès du maître puisque leur apprentissage est terminé et après il va y avoir toute une histoire de procès entre des divinités. J'ai bien aimé cette histoire, même si c'est vrai qu'à nouveau je trouve que l'histoire est un petit peu rapide. Par contre j'aime vraiment beaucoup le style de dessin et l'immersion dans l'univers. Je trouve vraiment que les dessins sont vraiment très chouettes. Et voilà, du coup ça a vraiment été une chouette découverte pour moi. Je ne pense vraiment pas que l'histoire soit terminée. À mon avis il y aura d'autres tomes mais qui pour l'instant ne sont pas encore sortis. J'espère qu'ils sortiront. Et du coup j'ai mis la note de 15/20 à ce tome 2. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et puis pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!